David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Bonjour, vous écoutez Ça reste entre nous, la nouvelle émission politique de Radio J. La politique, comme vous ne l'entendrez nulle part ailleurs, les meilleurs spécialistes réunis pour expliquer les coulisses, décrypter les choix, les stratégies de nos femmes et de nos hommes politiques. Le tout sans langue de bois, c'est rare et c'est tous les mercredis, 21h sur Radio J. Alors, cette semaine, on va bien évidemment parler encore une fois de la mère de toutes les batailles, la réforme des retraites, bien sûr. Moment de vérité demain, avec la première journée de manifestation et de grève organisée par les syndicats. On s'intéressera également à la stratégie de Marine Le Pen, à la fois là et pas là du tout. Enfin, last but not least, on passera à la gauche. En apparence, elle est unie contre cette réforme des retraites, mais en coulisses, ça tangue fort chez les Insoumis comme au Parti Socialiste. Alors pour en parler autour de la table, l'élite du journalisme politique français, les Top Guns du décryptage, ceux qui savent tout sur les arrière-boutiques du gouvernement et des partis. Tout d'abord, Antonin André, éditorialiste politique. Bonjour Antonin. Bonjour David. Juliette Droz, vous êtes reporter politique au JDD, Journal du Dimanche. Bonjour Juliette. Bonjour. Et enfin Marcelo Weisfried, grand reporter au Parisien qui connaît tous les petits secrets du gouvernement. Bonjour Marcelo. Bonjour David, bonjour à tous. Tous trois sont réunis pour nous livrer leurs infos, leurs confidences, leurs explications. Alors je vous rappelle la règle du jeu. Vous pouvez vous livrer sans phare, vous lâcher, tout nous raconter, bien entendu. Tout ceci reste entre nous. On commence bien sûr avec la bataille contre la réforme des retraites. Le grand jour, le D-Day, c'est demain. Énorme journée de grève, de manifestation. On écoute Laurent Berger, patron de la CFDT. C'était hier matin chez nos confrères de France Info. Mais moi, je crois qu'il faut qu'il y ait le maximum de personnes qui participent aux manifestations partout en France pour dire clairement que cette réforme, elle a le désaccord du monde du travail et des travailleurs et des travailleuses. Donc après, on verra bien. Je ne vais pas annoncer un chiffre avant que les manifestations aient lieu. Mais c'est vrai qu'il faut qu'il y ait le maximum de personnes dans la rue. Alors, Laurent Berger ne prend pas de risque, n'annonce pas de chiffres. Je rappelle que Fabien Roussel, le chef du Parti communiste, et Philippe Martinez, celui de la CGT, demandent 1 million de personnes dans les rues. Juliette, à votre avis, ce sera combien demain ? C'est difficile de donner un chiffre et je crois que même la majorité ne se risque pas sur ce terrain-là. En fait, ils sont dans une forme de méthode Coué, c'est-à-dire qu'ils ont des remontées de terrain. Les députés ont été envoyés ce week-end dans les circonscriptions et les retours, ils sont à la fois bons et pas bons. C'est-à-dire qu'il y a certains qui font remonter que c'est pas si mauvais, qu'il n'y a pas eu de grosses déflagrations post-annonce de la réforme des retraites. Ils disent surtout que certains sont un petit peu perdus sur leur situation personnelle. C'est vrai qu'il reste encore de nombreux flous à dissiper. Et puis de l'autre côté, il y en a certains, ils sont moins nombreux. Ils disent que ça va être la catastrophe, qu'ils se font houspiller, qu'ils se font engueuler sur les marchés. Et on a vu hier à l'Assemblée le député Renaissance de l'Hérault, Patrick Vignal, qui disait... très inquiet, Patrick Vignal. Très inquiet sur la place de la Comédie à Montpellier. Il dit, moi j'ai croisé une seule personne qui était favorable à la réforme des retraites. Et lui, il le dit, ils sont quelques-uns maintenant à le dire, il ne votera peut-être pas cette réforme des retraites s'il n'y a pas suffisamment d'avancées sociales. Et ça, c'est plutôt inquiétant pour la majorité. Votre estimation, Antonin, grosse mobilisation ou plutôt en demi-teinte ? Non, il y aura une grosse mobilisation, je pense, parce que les syndicats ont beaucoup ramoté qu'il y a quand même une forte hostilité à cette réforme des retraites et que à la base et même au-delà des syndicats, il y a des mouvements de revendication qui sont assez forts. Donc il y aura beaucoup de monde demain. C'est quasiment une certitude. Et d'ailleurs, quand la note des renseignements évalue à 800 000, autour de 800 000, la participation, sans doute qui sous-dose un peu et qu'on sera dans un étiage qui sera entre 800 000 et 1,2 million. La question, c'est et après, c'est-à-dire, est-ce qu'il y aura des nouvelles journées ? Est-ce qu'il y aura un durcissement ? On voit qu'ils se sont organisés pour relancer des journées de grève de 48 heures puis de 72 heures. Est-ce qu'il y aura des blocages ? Cette question-là est celle des jours à venir. Et puis il y a une autre question qui est les salariés du privé. Parce que la fonction publique va se mobiliser, les enseignants vont se mobiliser. Vous avez aussi beaucoup de gens qui sont artisans, qui sont indépendants, qui sont frappés par la crise de l'énergie, par et qui perdent de l'argent le coût des matières premières, qui non seulement eux perdent de l'argent s'ils se mobilisent, mais si en plus le pays est bloqué, ils vont perdre beaucoup. Et c'est des gens qui sont déjà assez exsangues. Et je ne suis pas sûr en fait que ces salariés du privé suivent le mouvement et enclenchent le mouvement. Auquel cas, ce sera peut-être une petite chance pour le gouvernement de voir ce mouvement non pas s'essouffler, mais en tout cas s'étioler dans la durée. Parce que vous avez raison, autant que l'ampleur du rassemblement de demain, c'est la durabilité, la pérennité de ce mouvement. Marcelo Weisfried, vous pensez que ça peut durer très longtemps ? Est-ce que la France peut s'enquister dans une séquence sociale, un blocage très compliqué, comme ce fut le cas en 1995 avec la réforme des retraites façon Alain Juppé ?
Pour l'instant, la seule indication, enfin on a 2 indications en dur, c'est déjà le taux de grévistes dans l'école primaire, ça on l'a à peu près, c'est plus de 70%. C'est beaucoup et c'est pas seulement beaucoup, c'est beaucoup parce que ça crée aussi un effet d'entraînement domino. C'est-à-dire que si vous savez que vous pouvez pas emmener votre gamin à l'école, peut-être que finalement vous devez rester à la maison et vous basculez, si vous êtes hésitant à participer à cette grève, vous pouvez basculer dans la grève finalement puisque de toute façon vous serez bloqué chez vous. Deuxième élément dur, c'est la question des transports. Ça, on a déjà, pour ce qui est la région parisienne, les chiffres. Donc, une région de France totalement bloquée ou presque. Totalement bloquée, c'est un Transilien sur 10, enfin, qui roulera. Donc, on sait que ça va être une grosse mobilisation. Les organisations syndicales se donnent rendez-vous jeudi soir pour savoir ce qu'elles feront de la suite. Et effectivement, si elles se disent qu'il y a, je sais pas, 2 millions de personnes, etc., et qu'elles se sentent avec avec une force d'entraînement, à ce moment-là, elles peuvent basculer, essayer de récupérer le privé avec des mobilisations, par exemple le week-end, parce que c'est là où vous avez les gens du privé, et c'est tout l'enjeu. Le gouvernement, lui, se disait, c'est impopulaire, mais les gens sont résignés. Mais est-ce que les gens sont aussi résignés? Est-ce que l'opinion publique est aussi résignée que ça? Eh bien, finalement, c'est peut-être pas le cas. Juliette, vous évoquez les ressentis des députés. C'est vrai que ça dépend beaucoup des circonscriptions, des terres d'élection de tel ou tel député. Est-ce que c'est une circonscription plutôt rurale, plutôt urbaine? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on s'attend à justement un essoufflement rapide, ou plutôt est-ce qu'on mise sur une France assommée, ça a été beaucoup dit dans les rangs de l'exécutif, assommée par des crises à répétition, les gilets jaunes, le Covid, bien sûr, les conséquences de la guerre en Ukraine, et surtout, ça a été évoqué, l'inflation. C'est difficile à dire parce que autant pour la journée de demain, tout le monde s'accorde à dire que ça va être suivi. La vraie inconnue, c'est effectivement, est-ce que les syndicats vont réussir à résister? Quelle sera leur capacité de résistance dans la durée? Et surtout, est-ce que les Français vont suivre? Peut-être que certains ne viendront pas demain à la manifestation parce que on est dans une séquence où l'inflation bat des records, où les gens ont du mal à remplir leur caddie, et ce n'est pas fini. On est dans une crise de l'énergie sans précédent. Donc la question, ça va être de savoir si les salariés du privé décident de rogner sur leur prochain salaire pour se mobiliser. Va y avoir un défilé ce week-end quand même. Va y avoir celui qui est organisé par les manifestations de jeunesse. Et les Insoumis qui appellent à les rejoindre. Et les Insoumis qui sont les seuls à appeler à cette manifestation. Mais eux, ils espèrent là-dessus. C'est-à-dire qu'ils espèrent un mouvement qui sera perlé dans le temps et qui permettra à tout le monde de prendre la locomotive en marche, en fait, sans savoir jusqu'où cette locomotive va finalement aller. Alors, il y a une question stratégique. Vous parliez des jeunes. C'est évidemment une des grandes hantises, une des grandes peurs du gouvernement. Il y a la fameuse formule du tube de dentifrice, selon laquelle, une fois que les jeunes sont sortis de leur fac, leurs universités, leurs lycées, eh bien, c'est impossible de les y faire rentrer. Est-ce qu'on s'inquiète beaucoup au gouvernement de cette perspective? Est-ce que vous sentez, justement, les universités, les lycées prêts à se mobiliser aux côtés des syndicats? Alors, tous les syndicats lycéens, la plupart des syndicats lycéens appellent effectivement à des mouvements. Je ne sens pas, moi, une grande effervescence dans les lycées, mais vous avez raison, c'est une des inconnues de cette mobilisation. Si effectivement les facultés et les lycées embrayent, ça donnera une autre dimension. Et puis c'est compliqué parce que vous avez toujours le risque d'avoir des images d'affrontement de CRS contre des jeunes têtes blondes. Donc évidemment, ça c'est catastrophique. Ça c'est catastrophique dans l'opinion. Il y a un autre élément, moi, qui m'inquiète, et pour répondre un peu à la question précédente, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas sûr qu'il y ait un mouvement massif de la population et des grévistes dans le temps, parce que je pense qu'il y a une forme de résignation, que même si les Français sont contre cette réforme, être contre et manifester et bloquer, c'est pas la même chose. On peut être contre une réforme, moi je suis contre des réformes, pour autant je manifeste pas, donc on peut être contre mais ne pas manifester. Il y a deux éléments qui peuvent être inquiétants pour le gouvernement. Il y a les jeunes, et il y a autre chose, moi, qui me frappe, c'est la radicalité du discours syndical. Et je trouve qu'il y a une espèce de désinhibition du discours syndical qui probablement vient aussi à la fois des gilets jaunes et à la fois d'une frustration de ce mouvement syndicaux qui ont été écrasés et méprisés pendant des années, et dont certains appellent à cibler des permanences de députés. Alors, en leur coupant le courant. Vous allez me dire, c'est pas très violent, mais cette idée de cibler des gens pour leur couper le courant, je trouve que de la part de responsables syndicaux, c'est inquiétant, parce que ça peut désinhiber aussi une partie de leurs troupes qui vont dire, on leur coupe le courant, pourquoi on n'irait pas jeter un pavé sur une permanence. Et ce discours-là et cette radicalité-là qu'on sent dans le discours syndical aujourd'hui, je trouve est un peu inquiétant sur la nature du mouvement, non pas qu'il soit massif, mais qu'il puisse être extrêmement radicalisé. C'est vrai que les syndicats sont poussés à la radicalisation. On a vu l'épisode de la SNCF en décembre où des collectifs autonomes avaient totalement
passer outre les syndicats traditionnels et ceux-ci s'étaient sentis dépassés, donc on les sent aussi motivés là-dessus. Mais une des clés de la mobilisation, je me tourne vers vous, Marcelo Weisfried, c'est aussi cette fameuse alliance entre justement les durs, les radicaux menés par la CGT et les réformistes. Ça fait 12 ans que Berger et Martinez, enfin que la CFDT et la CGT n'avaient pas manifesté de concert. Et la clé de la durée de cette mobilisation, c'est aussi cette alliance. Est-ce que les modérés pourraient à terme se retirer? Est-ce que Laurent Berger pourrait à terme se retirer du mouvement et se détacher et favoriser en cela l'extinction du mouvement? Alors, le problème des grandes organisations syndicales, mais vous l'avez souligné, c'est qu'en fait, les précédents mouvements, elles ont été dépassées par la base. Regardez ce qui s'est passé à Noël avec le mouvement des contrôleurs, mouvement très impopulaire, que les syndicats ne voulaient pas voir fleurir, puisque elles savaient qu'elles avaient derrière un mouvement à préparer en janvier-février. Et qui a totalement bloqué le déplacement du week-end de Noël. De Noël, on a toute une série comme ça, ce qui fait que les syndicats sont presque obligés d'être, on va dire, en avance de phase, en se disant, si elles sont sur des positions trop modérées, elles vont être dépassées. Par ailleurs, que ce soit Martinez ou le patron de la CFDT Berger, ils sont en fin de mandat, ils n'en feront pas plus, donc ils veulent aussi laisser dans l'histoire un héritage et ne pas être des leaders qui auront reculé. Donc tout ça fait que les positions risquent d'être assez radicalisées. Et par ailleurs, le thermomètre aujourd'hui ne fonctionne plus, le thermomètre du débat public. C'est-à-dire que vous avez vu qu'au congrès de la NUPES hier, un syndicaliste CGT parlait de faire un SMIC à 2000 € et de partir à la retraite à 50 ans. Donc il peut y avoir une surenchère, etc. C'est le Père Noël après l'heure. Voilà. Et pourquoi? C'est symptôme de quoi? Symptôme d'un débat public dans lequel les milliards ne veulent plus rien dire. Plus personne n'est d'accord. Personne n'est d'accord sur la lecture du corps, c'est-à-dire du rapport des experts sur faut-il ou non faire cette réforme de la retraite. Et puis personne n'est d'accord, même si on était d'accord sur le diagnostic, de toute façon 10 milliards, 20 milliards, 30 milliards, c'est au fond ce qu'on dépense à chaque fois que le gouvernement fait un chèque pour les uns ou pour les autres. Les boulangers, les PME. Donc le quoi qu'il en coûte a totalement intoxiqué ou déformé en tout cas le débat public, et aujourd'hui c'est très difficile pour un exécutif quel qu'il soit de dire on va faire des économies. Alors Marcelo, je vous donne encore la parole. Vous êtes très bien informé sur ce qui se passe dans les couloirs de l'exécutif et à l'Élysée. Comment Emmanuel Macron, il l'envisage, cette bataille? Est-ce qu'il est inquiet, confiant? Donnez-nous des indications sur son état d'esprit. Il y a quand même l'idée que si cette réforme ne passe pas, les autres ne passeront pas. On est quand même dans un moment géopolitique très fragile. Ça dévisse en Italie, c'est compliqué en Allemagne, c'est compliqué en Royaume-Uni. Donc là, voire cauchemardesque au Royaume-Uni. Voire cauchemardesque. Donc là, en ce moment, l'idée c'est pas d'avoir des discours ultra ambitieux, c'est plutôt d'essayer de traverser cette zone de turbulence, d'essayer de faire cette réforme-là, parce qu'on en parle depuis très longtemps. Alors Emmanuel Macron, il a zigzagué, il est passé du système à points au système âge pivot, maintenant on est sur l'âge légal, ok, mais il avait annoncé la couleur pendant la présidentielle, donc il va le faire en espérant. Il se met un petit peu en retrait parce qu'il sait que sa personnalité, elle est crispante et elle est mobilisatrice pour les oppositions, donc il laisse Elisabeth Borne sur le devant de la scène. Mais combien de temps ça durera? On sait très bien qu'il aime bien piloter les choses et que dans le système français, très présidentialiste au fond, de toute façon, s'il y a un problème, c'est lui qui sera comptable. Est-ce que vous confirmez, Juliette, que Emmanuel Macron se met volontairement en retrait dans cette séquence très compliquée? Et quelle est la stratégie du gouvernement? On a l'impression qu'il y a une petite poignée de ministres qui sont autorisés à parler, mais pas plus. C'est vrai que la stratégie de l'exécutif, moi, je la trouve étrange. C'est-à-dire qu'ils ont un mantra, là, depuis quelques jours, c'est de répondre à la colère par la pédagogie. Moi, je trouve ça un petit peu service minimum, c'est-à-dire que ce que s'emploie à faire Elisabeth Borne, la première ministre, qui enchaîne les kilomètres d'interviews depuis sa rentrée, c'est de faire de la pédagogie. C'est la pédagogie à toutes les sauces. Ce week-end, les bons élèves de la Macronie ont été tous envoyés en service après-vente dans les circos. Pareil, pour faire de la pédagogie sur les avancées sociales de la réforme. Et sur les plateaux, c'est vrai qu'on a une mini task force, une poignée de ministres qui ont eu le feu vert pour s'exprimer, parce que la réforme, elle est technique. Et les autres sont privés de micro.
micro, hein, si j'ai bien Les compris. autres sont privés de micro. Ouais, enfin, je pense qu'il y en a certains qui sont ravis d'être planqués aussi et qui ne sont pas forcément. Moi, je voulais juste ajouter un mot sur Emmanuel Macron. Moi, je trouve qu'il est très seul et que on en a déjà parlé ici, mais c'est quand même rare qu'une réforme des retraites soit accolée le nom du président de la République. On a parlé de la réforme Woerth, on a parlé de la réforme Touraine. Là, c'est la réforme Macron. Donc, il s'est quand même ultra personnalisé sur cette réforme-là. On voit que François Bayrou l'aide pas beaucoup et qu'il lui faudra qu'il y ait demande des justement aménagements, de la pédagogie, et même des aménagements. Édouard Philippe la soutient du bout des lèvres. Et finalement, Emmanuel Macron est assez seul et assez exposé. Et le fait qu'il laisse filtrer aussi des éléments quand même de l'Élysée sur je ne crois pas à la forte mobilisation, je trouve que c'est aussi pas forcément très adroit, c'est un peu bravache, je trouve, à l'endroit des syndicats. Et on sent bien qu'en réalité, l'enjeu essentiel, c'est pas tellement l'équilibre des finances publiques, c'est pas tellement les syndicats. Il y a un enjeu politique très fort pour lui et sa personne à lui qui peut sortir très abîmée si jamais cette réforme devait être entravée. Marcelo, c'est sa capacité à réformer, c'est toute la suite et la fin du deuxième quinquennat qui se joue là dans cette réforme. Oui, du coup, d'où ce verrouillage de la communication sur quelques ministres. Ce soir, il y a tous les communicants du gouvernement qui sont réunis à Matignon pour leur donner vraiment les éléments de langage, qu'on n'en sorte pas, etc. Veillée d'armes, communicationnelle. Et l'exécutif qui réfléchit à peut-être à battre une dernière petite carte avant la présentation du texte en Conseil des ministres. Un petit compromis, Marcelo, dans les tuyaux, c'est ça? Enfin voilà, ça réfléchit à battre Qu'est-ce que ça pourrait être? Les 44 annuités, par exemple, qui pourraient être il y a la volonté de parce que je pense que les chiffres de la mobilisation les ont un peu effrayés. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Ils s'attendaient à ce que ce soit compliqué, mais pas qu'il y ait... Là, ils sentent que la vague va être très haute. Et donc, qu'est-ce qui est envisagé? C'est ce fameux sucré, ces fameuses petites sucreries qu'évoque le gouvernement qui font passer finalement la pilule amère de la réforme, voilà. si difficile à avaler. C'est ça qui est en cours de discussion. Juliette, vous confirmez? En fait, il y a deux points qui sont extrêmement crispants là sur le terrain. C'est la pension minimum prétendument à 1 200 € qui finalement se transforme en 1 200 € brut, 1 150 € net. Là, la pédagogie sur le sujet, elle a été un petit peu mal faite. Et il y a aussi la question de ceux qui ont commencé à travailler très tôt et qui vont se retrouver à cotiser 44 annuités. Et ça passe pas pour l'instant sur le terrain. Alors, l'argument de la pédagogie, Antonin André, vous suivez la politique depuis longtemps. C'est vrai que tous les gouvernements qui ratent des réformes ou qui ratent des séquences expliquent oui, on a fait les bons choix, mais on l'a pas bien expliqué. Est-ce que c'est un grand classique tout de même, cette excuse-là? Soyons clairs, sur la pédagogie, ils ont été nuls. C'est-à-dire que vraiment, on nous a expliqué qu'on reportait de quelques semaines la présentation de la réforme pour l'expliquer aux Français. Ils n'ont rien expliqué du tout. Les gens considèrent qu'il n'y a pas d'urgence, que cette réforme est injuste, qu'elle est mal ficelée. Ils ne voient pas l'intérêt de la faire maintenant. Donc, sur le plan de la pédagogie, ça a été complètement loupé. Moi, je trouve que ça rappelle un peu ce qu'est Emmanuel Macron aussi. Pardon d'en revenir à lui, mais il a quand même une vision très technocratique et de la réforme et du pays. Et donc, pour lui, une réforme comptable dont on explique les mécanismes financiers, rationnels, pour empêcher que ça dérape à 20 ou 30 ans, c'est un argument que les Français qui devraient être cortiqués comme lui comprennent et avalent de cette façon-là. Je trouve qu'il n'a pas tellement tiré de leçons ni des Gilets jaunes, ni de l'élection présidentielle, où finalement, même s'il a présenté sa réforme et qu'il a été élu, c'est vrai, il a la légitimité pour le faire, on voit quand même un pays très morcelé et très fracturé, avec des oppositions qui sont très radicales. Il y a une opposition dont on parlera, et à mon avis, dont il mesure mal le fait que, même si elle est silencieuse, elle ramassera à la fin politiquement, c'est le Rassemblement national. Et je pense que dans toute la façon dont il a amené cette réforme, il a sous-traité et sous-évalué l'impact politique et les conséquences politiques et la réalité du pays tel qu'elle est aujourd'hui. Eh bien justement, on va parler de la stratégie de Marine Le Pen qui peut être illisible, mais dont on peut considérer qu'elle engrange les bénéfices politiques de cette séquence. On se retrouve tout de suite dans quelques instants. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Alors on passe à la deuxième partie de cette émission, de cette discussion consacrée à Marine Le Pen qui ambitionne évidemment toujours d'incarner la meilleure opposante à Emmanuel Macron, d'empocher les bénéfices politiques de son opposition à la réforme des retraites. Le problème c'est que le RN, il se refuse à défiler avec les syndicats et d'ailleurs ceux-ci ne veulent toujours pas d'elle dans leur cortège. L'extrême droite risque donc d'être absente dans cette séquence.
plus ou moins, en tout cas, beaucoup moins visible que la gauche et que les syndicats. C'est pas terrible, ça, Antonin André, non ? Je suis pas d'accord avec vous. Je pense que c'est plutôt un atout, en fait, parce que le Rassemblement national, depuis l'élection présidentielle, joue la notabilisation. On est passé de la dédiabolisation à la notabilisation. Le costume cravate à l'Assemblée et des propositions qu'on veut constructives, et on veut montrer qu'on est un parti de gouvernement et qu'on fait des propositions constructives et que parfois même on peut voter des textes avec d'autres partenaires politiques. Et je pense qu'ils ont aussi un avantage à tirer si jamais il y a une mobilisation forte et notamment des débordements. Il y a une partie de leurs électeurs qui considèrent que l'ordre prévaut sur le désordre et sur les revendications syndicales. Et troisième point, ça ne les empêchera pas de capitaliser sur la colère des gens, parce que dans ces cortèges, il ne faut pas s'y tromper, il n'y aura pas d'élus du Rassemblement national, mais des électeurs du Rassemblement national, il y en aura un paquet. Et in fine, cette colère qu'on attise, cette colère sociale qui peut déboucher sur une forme de frustration, parce que la loi passe tout de même, mais les revendications ne sont pas entendues, cette frustration-là, elle peut se traduire dans les urnes pour le Rassemblement national sans qu'il ait à bouger d'un pouce. Vous êtes d'accord, Juliette ? Est-ce qu'on peut s'opposer de façon bénéfique sur le plan politique sans défiler ? Je rebondis sur le dernier point d'Antonin André, sur qui pourrait finalement tirer les marrons du feu de la séquence. C'est-à-dire qu'au sein de la NUP et même au sein de la majorité, ce qu'on nous dit, c'est que la séquence, elle pourrait abîmer la gauche si elle perdait la bataille de la rue, mais elle pourrait aussi abîmer la majorité si jamais ça venait à s'envenimer dans l'hémicycle. Et finalement, Marine Le Pen, elle récolterait les fruits de tout ça sans finalement ne pas faire grand-chose. Donc sa stratégie, est-ce qu'elle est bonne ? Moi, je m'interroge quand même sur le voyage au Sénégal. Oui, parce que Marine Le Pen est partie 3 jours au Sénégal, elle rentre jeudi matin. Est-ce qu'elle n'est pas justement un petit peu, je dirais pas à l'ouest, parce que le Sénégal est plutôt au sud, mais à des milliers de kilomètres du débat, est-ce qu'elle n'est pas là où ça se passe finalement ? Alors, ce qu'on nous dit dans ces équipes, c'est que le voyage était préparé de longue date. Il a été révélé seulement en début de semaine, mais ça fait longtemps qu'il travaillait dessus. Après, Marine Le Pen, elle sera forcée de réagir demain à l'ampleur de la mobilisation. Elle ne va pas pouvoir rester en retrait tout au long de la séquence. Alors, certes, elle n'appelle pas ses partisans à descendre dans la rue, mais elle souhaite le succès de tout ce qui peut faire échouer la réforme. Donc, elle ne va pas rester absente non plus de la séquence. C'est impossible. Alors, par contre, on voit beaucoup, on l'a vu hier en meeting, on en parlera dans la troisième partie de l'émission, mais tous les dirigeants de la gauche réunis, même si c'est une union de façade, et on voit peu Marine Le Pen et le Rassemblement national. Ça ne peut pas lui coûter, à votre avis, Marcelo, d'être absente ? Est-ce que c'est le bruit, c'est celui qui fait le plus de bruit ou celle qui fait le plus de bruit qui engrange le plus ? Non, on l'a vu à l'Assemblée nationale. Sinon, les filles caracoleraient en tête de tous les sondages. Donc la stratégie consiste à laisser certains prendre le microphone en l'occurrence, faire du bruit. S'il y a des débordements, ça rajoutera encore à l'idée que c'est un peu du bolo-bolo, comme disait notre ancien Premier ministre Édouard Philippe. Et elle, pendant ce temps, ça lui permet de se mettre en retrait, de capitaliser sur le sentiment de déclassement des Français, puisqu'elle critique cette réforme. Et en même temps, elle n'a pas besoin de beaucoup argumenter, parce qu'elle aussi, elle a beaucoup zigzagué sur la question des retraites. Donc maintenant, elle est sur une position à 62 ans, on arrête Touraine. Après avoir envisagé le 60 ans. Donc c'est vrai qu'elle est c'est pas un sujet sur lequel elle fait preuve de beaucoup de crédibilité. Et qu'est-ce qu'elle dit ? Elle donne rendez-vous à l'Assemblée nationale pour le débat. Donc ça, c'est vraiment sa stratégie de normalisation. On sera constructif, on dira ce qu'on a envie de dire. Non pas, on sera pas dans l'obstruction. Sauf que, y aura-t-il débat à l'Assemblée nationale ? Si c'est de l'obstruction, il y en aura pas. Donc elle sera privée de ce théâtre-là. Les quelques 70 députés LFI ont déposé chacun 1000 amendements, si ma mémoire est bonne, ce qui fait évidemment une vraie guérilla parlementaire. Est-ce que ça a coûté, est-ce que ça a créé des débats en interne, des désaccords sur cette stratégie au Rassemblement national ? Juliette, vous qui suivez le parti de près. J'ai pas l'impression, c'est-à-dire qu'ils sont dans une stratégie depuis le début qui est nous, on joue l'institution. Et la démocratie se joue à l'Assemblée nationale. Alors voilà, ce qu'il nous dit, c'est oui, certes, on n'appelle pas à descendre dans la rue. De toute manière, ils sont bien conscients qu'ils ne sont pas les bienvenus. Mais certains ne l'excluent pas à titre individuel. Bon, c'est ce qu'on nous dit. Est-ce qu'ils iront... Dans une ambiance que l'on présage cordiale. Voilà. Julien Audoul avait défilé et il avait été exfiltré d'un cortège. Tout à fait.
Bon, effectivement, ils ne sont pas forcément les bienvenus. Je reviens sur la stratégie de la respectabilité et de la bataille parlementaire. Alors, je rappelle quand même que l'extrême droite, depuis toujours dans l'histoire de France, est illustrée par son anti-parlementarisme, donc ça serait une première si elle se convertissait. On a quand même l'impression que par rapport à cette stratégie-là, on ne sait plus vraiment où elle habite, Marine Le Pen. Je le rappelle, il y a 6 mois, elle débarquait avec 89 députés à l'Assemblée nationale, le groupe le plus important. C'était presque une divine surprise. Elle a joué effectivement cette crédibilité pendant 6 mois, mais là, elle annonce qu'elle prend le large, qu'elle va un peu prendre ses distances par rapport aux affaires parlementaires. On a l'impression que ça l'ennuie un petit peu, finalement, comme l'ennuyait il y a quelques mois et quelques années la gestion des affaires du parti qu'elle a laissé, je le rappelle, à Jordan Bardella. Là encore, je suis pas d'accord. Décidément, on n'est pas d'accord aujourd'hui. Non, je pense qu'elle a aussi tiré les conclusions de sa stratégie passée qui, rappelez-vous, elle sautait sur un micro, et il y avait un breaking priorité au direct dès que Marine Le Pen surgissait des salles des 4 colonnes pour commenter tout et n'importe quoi. Je pense qu'elle a compris qu'elle devait prendre du recul pour parachever sa stature présidentielle. Elle confie le parti et la présidence du parti à Jordan Bardella. Elle est à l'Assemblée, mais elle n'est pas forcément en première ligne à l'Assemblée. Et elle crée une forme de... C'est un peu ce que Pilon appelait la rareté, quoi. C'est-à-dire la rareté médiatique pour donner plus de portée et de poids à votre parole lorsque vous vous exprimez et que vous choisissez les moments où vous vous exprimez sans être prisonnier d'une actualité roulante. Et elle a tout à gagner. En tout cas, c'est la seule stratégie qu'elle n'a pas essayée. Et elle a tout à gagner à essayer de raréfier sa parole et à se poser au-dessus de la mêlée, d'autant que, vous l'évoquiez, mais moi je suis stupéfait par le comportement des LFI qui chaque jour passe et chaque jour s'éloigne un peu plus de l'image d'un parti de gouvernement. On a l'impression d'avoir une joyeuse bande de zadistes, de bouts de feu d'étudiants. Enfin, vous faites référence à Marine Tondelier, la nouvelle patronne des Verts, qui a promis de transformer l'Assemblée en ZAD. Si vous voulez, eux n'ont absolument pas compris quelle stratégie il fallait pour atteindre les responsabilités, pour gouverner, et je trouve qu'ils s'enfoncent dans une espèce de jusqu'au-boutisme que je trouve pathétique. Vous êtes d'accord, Marcelo, est-ce que le Rassemblement national, par sa stratégie plutôt de discrétion et de respectabilité, est en train de dépasser la stratégie très hurlante, très bruyante des Insoumis et de leurs alliés ? Là, on est en train de commenter la première journée de mobilisation, mais en fait, on est au début d'une séquence. Le débat parlementaire, ça va durer jusqu'à fin mars. Ça commence le 6 février, je le rappelle. Et après, il y a 50 jours, puis c'est encadré par la loi. Donc on ne sait pas d'ailleurs si le débat va plutôt se porter sur le terrain de la rue syndicale, l'épreuve de force, ou plutôt sur le terrain parlementaire, politique. Donc, elle laisse aussi, c'est comme aux échecs, vous avez les blancs, vous avez les noirs. Bon, là, en l'occurrence, elle laisse les blancs aux autres, c'est un peu contre-intuitif ce que je vais raconter, mais c'est une façon aussi d'attendre, de voir de quel côté, un petit peu, de quel côté le débat va aller. Elle n'a pas d'intérêt, elle, à crier plus fort que les autres, donc elle va regarder un petit peu quel est l'état de mobilisation et les slogans qui prennent le plus, et à partir de là, elle pourra arriver en fin de séquence en étant plus acérée dans ses angles d'attaque. Alors, Antonin tout à l'heure évoquait la stratégie de la rareté. Le problème, c'est que elle a un groupe très important, certes, mais pas en quantité, mais pas forcément qualitativement au niveau. Est-ce qu'elle a des lieutenants ? Est-ce qu'elle a des chevaux légers qu'elle peut envoyer au front comme ça à sa place si elle prend un peu de distance avec les opérations ? On a vu quand même qu'il y a eu ce fameux dérapage du député de Gironde de Fournas qui avait scandalisé absolument tout l'hémicycle et une partie de l'opinion. Là, on a quand même dépassé les 6 mois de phase de rodage. C'est-à-dire que Marine Le Pen, elle a tenu ses troupes pendant les 6 premiers mois. Elle a installé ses principaux lieutenants et ses pions pour maintenir son groupe. Et très franchement, ça roule. C'est bien tenu, d'après vous ? C'est bien tenu. Ça n'évite pas quelques bisbilles en interne sur tel ou tel projet de loi, comme on l'a vu notamment sur le texte sur l'IVG, où le secrétaire général du groupe, Renaud Labaille, a pu s'écharper un petit peu en coulisses avec Jean-Philippe Tanguy. Mais ces deux-là, auxquels on ajoute le vice-président de l'Assemblée, Sébastien Chenu, ce sont un peu les 3 principaux lieutenants qui tiennent le groupe, même si effectivement, vous l'avez dit, il n'y a pas énormément de figures qui émergent aujourd'hui, qui prennent le micro. C'est d'ailleurs un problème, ça a été identifié. Aux questions au gouvernement, dernièrement, on y a un tout petit peu remédié. La niche aussi du Rassemblement national a permis de faire émerger petit à petit des nouveaux visages. Donc, Marine Le Pen, là, elle peut se permettre de prendre le large. Et ce que disent ses lieutenants, c'est que elle n'a pas vocation à voter des amendements à 4 heures du matin, quoi. Voilà. C'est pas son rôle. Et une toute petite pique que me glissait l'un de ses lieutenants, c'est
Marine Le Pen, c'est pas Olivier Marleix. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle n'a pas vocation à présider le groupe. Elle a une stature présidentiable, Marine Le Pen. Donc la vie, évidemment, il y a la vie à l'Assemblée nationale, mais il y a surtout la vie à l'extérieur, auprès des vrais gens. C'est ça le discours du Rassemblement national. Alors justement, Marine Le Pen, elle était sur le terrain samedi dernier, c'était dans la Marne, dans la ville de Fismes, où se déroule une élection législative partielle. Je rappelle qu'il y en a 3 qui se dérouleront dimanche prochain pour le premier tour, dimanche suivant pour le second. Et Marine Le Pen, elle soutenait la candidate du RN qui est en lutte contre une candidate macroniste dans cette partielle. On l'écoute. Ils servent à quoi alors les députés ? Les députés, ils servent à défendre vos idées, voilà, et à s'opposer à la politique d'Emmanuel Macron. Oui, mais je vois pas, au départ, vous avez dit... Plus on votera, plus il y en aura. Ah bah c'est bien, mais le meilleur. Si on dit un chapeau et puis il n'y a rien de fait. Vous savez, par exemple, l'aide sur le fioul, et l'aide sur les pelés, c'est grâce à nous, par exemple. Bon, échange saisi sur le marché. On n'a pas le sentiment que son interlocuteur est tout à fait convaincu par cet argumentaire. Et on a surtout l'impression que c'est, encore une fois, encore et toujours, le mano à mano contre Macron qui l'intéresse. Hein. C'est comme dans la chanson de Francis Cabrel, c'est toujours le même film qui passe avec Marine Le Pen, non, Antonin André ? Oui, parce qu'elle se positionne clairement comme... d'abord, elle a été 2 fois finaliste, donc voilà. Et elle se positionne comme la prochaine. Elle se rapproche de plus en plus elle a fait le score le plus haut que le Rassemblement national n'ait jamais réalisé à une présidentielle. Donc, 42% au deuxième elle tour. se prépare évidemment à ce 3e tour avec Emmanuel Macron. Elle sait que ce sera probablement sa dernière fois à elle. Et elle sait aussi qu'elle n'a jamais été aussi proche de pouvoir l'emporter. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron lui-même, parmi ses angoisses, et il le dit souvent à son entourage proche, c'est de se retrouver en 2027 sur le perron de l'Élysée à serrer la main à Marine Le Pen. Et cette réalité-là, dont on a été échaudé quand même plusieurs fois, mais on a, semble-t-il, du mal à comprendre, ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est-à-dire que Giorgia Meloni en Italie, la Suède, on n'est pas à l'abri de ce phénomène-là, et on est dans une forme de banalisation du Rassemblement national, de notabilisation du Rassemblement national qui contraste, encore une fois je le redis, avec une espèce d'agite propre de la gauche qui pourrait aspirer à être une gauche de gouvernement et qui aujourd'hui s'en éloigne de plus en plus. Et je trouve extrêmement préoccupant qu'on puisse se retrouver en fin de quinquennat effectivement avec ce qui restera de Renaissance allié à un ersatz de LR subclaquant, en face des troupes Rassemblement national. Diagnostic ou pronostic assez sombre, quand même. Mais en face d'un Rassemblement national qui aura engrangé pendant 4 ans sur une respectabilité, sur la rareté de la parole de Marine Le Pen, peut-être sur une plus grande professionnalisation. Vous évoquiez le groupe à l'Assemblée nationale, le secrétaire général et la façon dont ce groupe est organisé est beaucoup plus professionnel que ce que ça n'a été par le passé. Jordan Bardella, je pense, est aussi quelqu'un d'extrêmement cortiqué qui sait parfaitement maîtriser l'appareil du Rassemblement national. Et tous ces signaux-là, moi, je trouve, sont particulièrement inquiétants. Et je comprends que Marine Le Pen se pose en challenger d'Emmanuel Macron parce que le scénario selon lequel elle puisse l'emporter en 2027, pour moi, en tout cas, à cette heure, n'est pas du tout exclu. Alors, challenger d'Emmanuel Macron a une réserve près, c'est qu'Emmanuel Macron, il sera plus là en 2027 et que ce sera soit son remplaçant, soit une autre formation politique qui sera en finale si d'aventure Marine Le Pen se qualifie pour une 3e fois. Vous êtes d'accord, Marcelo ? Il n'y a que 2027 qui l'intéresse, Marine Le Pen ? Alors il y a 2027, mais oublions pas qu'entre-temps, il peut y avoir une petite solution et qu'à ce moment-là, elle peut gagner les législatives, se retrouver dans la situation où son parti est appelé aux responsabilités. Enfin, c'est la règle démocratique. Une cohabitation. En cohabitation. Elle a déjà dit, si on est logique et qu'on explique qu'elle engrange, ça veut dire qu'elle peut logiquement aussi se retrouver devant. Et alors, elle a déjà dit qu'elle serait pas candidate à Matignon parce qu'elle travaille, elle travaille. Dans le journal du dimanche, je le rappelle. Paraît-il, je sais pas, peut-être. Il y a plein de bons journaux qui sortent le dimanche. Donc, elle a besoin de respectabilité et en même temps d'avancer rapidement parce qu'elle peut se retrouver dans cette situation qui serait à la fois inattendu et en même temps qui serait un piège parce qu'on sait très bien qu'en cohabitation c'est très compliqué, donc il faut lancer un certain nombre d'offensives en même temps. Je pense que ça va être intéressant de suivre dans les prochains mois la commission d'enquête sur les ingérences étrangères qui a été lancée, qui est pilotée par Jean-Philippe Tanguy, donc le lieutenant RN de Marine Le Pen, parce que on dit beaucoup que la Russie est liée, que les liens entre la Russie et le RN sont importants, mais le RN maintenant va
s'attacher à montrer que les autres partis ont des liens avec le Qatar, avec la Chine, etc. Et donc, pendant 6 mois, ils vont pouvoir faire des auditions, en faire quelque chose, une scénographie. Donc, on va avoir aussi des sortes de contre-offensives un peu sur le long terme qui vont être intéressantes à suivre. Je reprends le scénario de politique fiction que nous évoquions à l'instant, Juliette Droz. Est-ce qu'une dissolution, une victoire aux législatives anticipées de Marine Le Pen et une cohabitation, ça reste du domaine du possible, ou vous pensez que électoralement on est encore loin du compte ? C'est difficile à dire. Très franchement, je ne m'avancerai pas sur ce terrain. Après, c'est une option qui est envisagée. Elle y croit, Marine Le Pen ? Elle y croit, sinon elle ne sortirait pas de l'Assemblée là tout de suite. Oui. Si elle va sur le terrain dans la Marne, si elle part au Sénégal, si elle va passer les prochaines semaines à aller sur le terrain sur des déplacements qui sont pour l'instant encore tenus secrets, ça n'est pas pour rien. C'est évidemment que le parti s'y prépare. Il a plutôt engrangé des bons résultats depuis le début de la séquence législative. Tout le monde s'accorde à dire qu'il travaille bien, que les 89 députés, même si la plupart sont encore inconnus au bataillon, ils font pas de vagues, mis à part l'épisode de Fournasse qu'on a connu. Donc, qui d'ailleurs ne lui a pas vraiment coûté à Marine non. Le Pen dans l'opinion, on l'a vu dans les sondages qui ont suivi. Non, il n'y a pas vraiment eu de conséquences politiques pour elle. Donc la séquence dans sa globalité, elle est plutôt positive et eux ils se disent, bon ben voilà, on va investir dans les prochains mois des champs dans lesquels on ne nous attendait pas. L'éducation, par exemple. Là, elle part en Afrique. Dans la niche parlementaire, il y avait des thèmes sur lesquels on ne les avait pas entendus. Donc, ils sont dans une stratégie de gommer toutes les aspérités qui ont pu leur coller à la peau et qui font que ils peuvent être entravés dans leur éventuelle arrivée au pouvoir. Elle a même récemment signé une tribune dans l'opinion où elle préconisait qu'un pays africain siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Je reviens sur ma théorie. On a quand même le sentiment que les affaires du parti l'ennuyaient profondément, que les affaires parlementaires l'ennuyaient un petit peu aussi. Et finalement, la gestion, les mains dans le cambouis, c'est pas son truc, Marine Le Pen. Non, t'en as, André. Si, mais elle l'a fait pendant des années. Elle a été chef de parti. Voilà, elle a été députée européenne, a été députée à l'Assemblée. Bon, voilà, elle s'est frottée à tout ça. Elle a vu aussi les limites qu'avait la tambouille, parce que quand on gère un parti, et d'ailleurs ça s'est vu au moment où Jordan Bardella a pris les rênes, vous gérez des égos, vous placez vos hommes à tel endroit, vous passez un temps incommensurable en conseil fédéral, en conseil de, enfin bon bref, à conseil politique et autres bureaux politiques. Ça use énormément. Je pense qu'elle n'a plus du tout envie de ça non plus, parce qu'elle est fatiguée de tout ça, et que, encore une fois, sa stratégie présidentielle est extrêmement cohérente dans la progression qu'elle fait de campagne en campagne. Et voilà, rappelez-vous le premier débat face à Emmanuel Macron, ils sont là, ils rôdent, ils sont partout. Voilà, on s'était dit, bon, elle est complètement larguée, pas du tout à la hauteur. Elle n'était pas préparée psychologiquement à se retrouver dans cette position-là. Et donc, elle a été surprise. La deuxième fois, on sent qu'il y a eu une professionnalisation un peu plus forte, et qu'elle a parfaitement capitalisé sur notamment cette espèce de relent de colère qu'il y avait en France, et presque de sentiments presque insurrectionnels au moment des Gilets jaunes. Elle a fait un débat face à Emmanuel Macron qui était beaucoup plus maîtrisé, un score beaucoup plus élevé. Voilà, la progression continue, et encore une fois, si on suit la courbe de progression, rendez-vous en 2027. Et alors justement, vous évoquiez la hantise du président Macron de devoir laisser les clés de l'Élysée dans 4 ans et demi à la présidente du Rassemblement national. Vous confirmez, Marcelo, c'est une angoisse qui est très présente autour du président ? Oui, puisque maintenant, il est deuxième quinquennat, il ne peut pas se représenter tout de suite. Donc la question, c'est la trace dans l'histoire. Donc il essaye, d'où un nombre impressionnant de déplacements ou de projets de déplacement, ou de traités avec un jour les Espagnols, ça ce sera jeudi, un jour avec, on célèbre les relations avec les Allemands, etc. Ce sera dimanche. Dimanche pour le coup, et ça montre bien qu'il veut travailler ce point-là. On dit qu'il ambitionnerait de s'attribuer le prix Nobel de la paix. Oui, alors c'est rigolo si on peut s'attarder 30 secondes là-dessus. Bien sûr. Parce que, alors on a posé d'ailleurs la question à Brigitte Macron quand elle est venue faire un face au lecteur du Parisien. Elle dit c'est complètement loufoque, etc. Mais en même temps, c'est une petite musique, je trouve, qui est quand même. Vous pouvez nous la jouer, cette musique, parce que tout le monde ne l'a pas forcément en tête. Il pense qu'il... Non, il y a des commentateurs et une partie de l'entourage qui colporte ça.
L'idée que en fait il joue les réconciliateurs, c'est pour ça qu'il parle entre Zelensky et Poutine, bien sûr. Il réunit des présidents latino-américains sur le sujet de Colombie-Venezuela. Et là, tous les efforts qu'il fait avec l'Algérie pour réconcilier les mémoires, etc. Pour laisser dans l'histoire l'idée qu'il pourrait être recevoir le prix Nobel de la paix. Finalement, Obama l'a reçu, tout en étant un pays en guerre, etc. Donc cette petite musique-là, quel est l'intérêt pour l'entourage de la laisser prospérer? Il faut que Macron il ait encore du pouvoir politique et de l'autorité politique. Donc savoir qu'il va rester dans le champ, qu'il sera encore là, qu'il pèsera parce qu'il aura une autorité, ça permet de pas le dévaluer trop vite. Pour un éventuel retour en 2027. Si rend les clés à Marine Le Pen en 2027, tout ça, ce sera balayé, effacé, il ne restera que Marine Le Pen. Évidemment, le scénario du prix Nobel de la paix ferait long feu. Merci, on se retrouve très vite pour une petite discussion sur la gauche. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Troisième et dernière partie de Ça reste entre nous, on va s'occuper du cas de la gauche qui était réunie hier soir au gymnase Japy à Paris pour protester contre la réforme des retraites. En apparence, tout va bien, socialistes, communistes, écologistes et insoumis sont sur la même longueur d'onde. On écoute Fabien Roussel, le patron du Parti communiste, très en forme. C'est ce jeudi-là qui va compter. C'est ce jeudi-là, 19 janvier prochain, que les murs de l'Élysée doivent trembler. C'est jeudi prochain que le gouvernement doit trembler. C'est jeudi prochain qu'Elisabeth Borne doit ravaler sa réforme des retraites. C'est jeudi prochain que nous devons montrer que nous sommes la force et le nombre. Une gauche en ordre de bataille pour faire trembler l'Élysée, donc, mais dans le détail, ça chauffe dans tous les coins. Notamment chez Jean-Luc Mélenchon. Lundi, c'était la réunion du Conseil politique des Insoumis, une structure de consolation destinée à accueillir les fidèles historiques de l'insoumis en chef qui avait été écarté de la direction le mois dernier, les Garrido, Corbière, Coquerel, Clémentine, Autain et quelques autres, mais personne n'y était, ou presque. Marcelo, je me tourne vers vous. Qu'est-ce qui se passe chez les Insoumis ? Il y a une lutte qui dit pas son nom, qui est celle de la succession. Jean-Luc Mélenchon a dit au soir de sa défaite, allez-y, faites mieux, quoi. Et en même temps, alors, il est dans une contradiction parce qu'il a formé il y a peu de politiques qui forment des générations de lieutenants. Donc il y avait en tout cas cet effort pour créer une succession. Il s'investit beaucoup dans l'Institut La Boétie, dans un institut de formation. Lui-même à une époque était prêt à passer la main à François Delapierre. Donc il a ça. Et en même temps, le grand classique en politique, personne ne veut laisser la place. Tout le monde veut mourir en scène d'une certaine façon. Comme Molière. Voilà. Donc le théâtre continue et la pièce se poursuit. Et lui, il veut rester là. Et par ailleurs, il y a un vrai clivage, on va dire, générationnel. On l'a vu sur l'affaire Cadenas. L'affaire Cadenas, c'est pas qu'une affaire sur un cas de violence conjugale. C'est aussi une incompréhension entre une façon de militer depuis formé. On a un ancien trotskiste qui fait de la politique, qui a sa matrice idéologique, et puis des nouvelles générations pour qui le néo-féminisme c'est quelque chose de très important qui structure les choses. Et donc on a derrière cette bataille de succession, et ça s'est délité finalement très vite parce que le coup de la NUPES, c'est-à-dire cette alliance électorale qui lui a donné autant de monde à l'Assemblée nationale, était un coup de maître, et en très peu de temps les choses se sont délitées. C'est vrai qu'en 6 mois, tout est parti de travers. Jean-Luc Mélenchon, il avait occupé le devant de la scène dans cette campagne législative. Il avait réussi un exploit, une mission impossible, réunir la gauche qui ne l'était pas depuis des années. Et puis patatras. À votre avis, Juliette Droz, c'est ce que dit Marcelo, c'est-à-dire cette gestion désastreuse de l'affaire Quatennens et la défense acharnée d'un héritier politique au risque de choquer effectivement toute la gauche dans ce qu'elle a de plus féministe, ou est-ce que c'est tout simplement la bataille de succession et les lieutenants et les héritiers qui sont en train de se bousculer au portillon ? Moi, je pense que l'affaire Quatennens, c'est un des symptômes justement du conflit de génération qui est en train de s'opposer là frontalement au cœur de la France insoumise. Mais pour moi, l'épisode le plus important, c'est celui de la désignation de la nouvelle direction de la France insoumise. Dont tous les lieutenants historiques ont été, ou presque, ont été écartés. Exactement. 10 décembre, on a cette assemblée représentative qui est censée désigner qui sont les nouvelles personnes qui vont occuper ce qu'on appelle la coordination des espaces. Enfin, c'est un petit peu technique, mais c'est comme ça que la démocratie chez les Insoumis. Est organisée chez les Insoumis. Et très franchement, ceux qui suivent la gauche ne s'attendaient pas du tout à ce que les Garrido, Corbière, Coquerel n'y figurent pas.
François Ruffin, Clémentine Autain, ils ont toujours été un peu électrons libres. Donc bon, un peu en marge. On s'attendait pas à ce qu'ils figurent dans l'organigramme. Mais pour ce qui est des compagnons de route historiques de Jean-Luc Mélenchon, qui ont souvent tous pris les coups pour lui, qui ont été sur le devant de la scène pour lui, qui se sont battus pour lui, qui soient évincés de la nouvelle direction. Là, ils ont plus leur mot à dire. Au Conseil politique de lundi, ils n'étaient pas là. La plupart n'étaient pas conviés. Notamment comme Raquel Garrido ou Alexis Corbière, qui sont des amis de 20 ans. Pour moi, c'est ça l'épisode le plus important et pour lequel l'issue enfin, moi, je ne la vois pas. Il y a un séminaire de travail qui a été lancé à l'Assemblée nationale. Il y a une deuxième phase qui doit s'ouvrir très prochainement, qui doit permettre de peut-être trouver une place à ces gens-là. Mais très franchement, au vu de ce qui s'est passé lundi, je ne vois pas comment on trouve la solution. Qu'est-ce qui s'est passé comme dans la mythologie grecque, Chronos, souvenez-vous, dévore ses enfants. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon, il élimine tous ses lieutenants, ses héritiers? Il veut faire place nette, c'est quand même, comme le disait Marcelo, il les a formés, c'est un des rares politiques à les avoir formés. Pourquoi les détruit-il politiquement aujourd'hui? Antonin André. D'abord, Mélenchon est quand même un grand mégalomane aussi. Hein. C'est quand même un type qui a un ego absolument démesuré, qui est très colérique. Son modèle, c'est Chavez. Hein, il faut voilà. Et il a, et probablement qu'effectivement, il s'est heurté à la question de sa succession sans y avoir pensé avant, et qu'aujourd'hui, l'idée de ne pas se représenter, pour lui, à mon avis, est insupportable. Il n'a pas du tout organisé la suite. Et par ailleurs, le problème de son mouvement, c'est que c'est un mouvement qui était, du fait de sa structure et de ce qu'il est lui, centré sur sa personne. C'est-à-dire que le fonctionnement était complètement opaque, il n'y avait absolument aucune démocratie, aucun vote interne, aucune consultation des militants. Donc les gens qui aujourd'hui hurlent d'ailleurs parce qu'ils ont été écartés étaient ceux-là même qui étaient aussi là du fait du prince, et qui étaient la cour de Jean-Luc Mélenchon et qui aujourd'hui n'en sont plus. Donc ce parti est aussi affaibli par la structuration même qu'il avait, c'est-à-dire pas de fonctionnement démocratique et clair en dehors du bon vouloir de Jean-Luc Mélenchon. À partir du moment où Jean-Luc Mélenchon se retrouve dans une situation où il laisse entendre qu'il va laisser la main, mais peut-être pas, et où il a du mal à se retirer, et puis au milieu de tout ça, il y a l'affaire Quatennens qui montre en fait, et là je pense que c'est une faute politique majeure de Jean-Luc Mélenchon, mais c'est aussi pour ça qu'il risque à mon avis, de prendre le toboggan, c'est qu'il n'a pas compris l'époque politique et l'évolution même des jeunes politiques et de la nouvelle génération qu'il avait autour de lui. Donc, je pense que sa défense d'Adrien Quatennens, c'est sa plus grande faute, davantage encore que le verrouillage de la direction. Il y a un ensemble de fautes. Il y a aussi La République, c'est moi, qui a montré à chaque fois, ou même lorsqu'il a failli, rappelez-vous, la première campagne présidentielle, il faisait le vieux sage, et puis à la fin, c'était plus fort que lui, il a roulé dans les brancards. Jean-Luc Mélenchon a montré une incapacité quand il se rapprochait du but, à mon avis, et de la stature présidentielle, il pète un plomb. Donc La République, c'est moi. Quatennens, c'est une faute politique qui va lui coûter très cher. Et je pense qu'aujourd'hui, moi, Jean-Luc Mélenchon, il est absolument sur le déclin. Toute la question est de savoir si LFI va couler avec lui ou si ces gens-là vont trouver une façon de faire prospérer leur mouvement. Mais compte tenu, encore une fois, de leur attitude à l'Assemblée nationale, on parlait des 1000 amendements j'ai l'impression qu'ils sont toujours pas sortis de l'adolescence politique. Alors, du point de vue des observateurs, c'est intéressant parce que on a tous ici été confrontés en tant que journaliste politique à un problème, c'est le verrouillage de ce parti. C'était difficile d'avoir des offres, d'avoir des infos, puisqu'effectivement, tout était conçu par et pour la gloire de Jean-Luc Mélenchon. Or, on voit que cette loi du silence, bien depuis quelques semaines, elle se délite. On a l'impression que Mélenchon, il n'a jamais été autant contesté, non, Marcelo Valsfried, en interne? Il est absent de l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est déjà un point fondamental. C'est-à-dire que, contrairement à Marine Le Pen, dont on parlait tout à l'heure, il a lancé un certain nombre de lieutenants qui maintenant commencent à grandir. Certains commencent à être écartés, donc sont dans la frustration. Qui dit frustration, dit on commence à raconter des choses en coulisses, les offs, l'anonymat des propos, donc des choses commencent à sortir. Donc ça c'est important. Jean-Luc Mélenchon, vous avez vu qu'il s'est précipité pour féliciter Lula. Lula, pourquoi? Pas non seulement parce qu'il l'adore, parce qu'il a gagné peut-être. Parce qu'il a 77 ans, Lula. Donc ça veut dire que l'avenir appartient aussi aux septuagénaires. C'est aussi ça le message. Par ailleurs, il est quand même très fort. Enfin, sur le fond, il a une expérience. C'est quelqu'un qui a dans ses atouts. On a parlé de ses défauts, mais dans ses atouts, il sent les choses avant les autres sur l'écologie, sur l'eau, sur le spatial, sur les fonds marins. Il a rien senti du tout. Il a une nez complètement bouchée. Hein. Exactement.
Exactement. Alors c'est là le paradoxe, c'est-à-dire qu'il y a des combats qu'il ne voit pas, qu'il ne peut pas comprendre, qu'il n'admet pas, et en même temps, pardon, parce que juste un mot sur le néo-féminisme, c'est un sujet qu'il ne voit pas, mais c'est aussi d'un point de vue stratégique. Est-ce que c'est un sujet qu'il ne voit pas ou qu'il n'a pas voulu voir, s'agissant de son héritier politique préféré? C'était quand même lui, Quatennens, qui s'apprêtait à mettre en piste. Il y a les deux, c'est-à-dire que il ne veut pas voir parce que ça contrarie ses plans et parce que c'est pas dans sa matrice idéologique, mais par ailleurs, lui, il a déjà échoué au pied de la qualification au second tour. Il a besoin, à la présidentielle, il a besoin maintenant d'élargir sa base. Et le néo-féminisme, il ne peut pas élargir sa base. C'est-à-dire que ce sont des courants de pensée qui permettent de faire le buzz, mais qui sont très excluants, qui clivent beaucoup. Or, lui, il a besoin maintenant de convertir l'essai. À cette différence près, Marcelo, pardon, parce que ça va au-delà du néo-féminisme. C'est-à-dire que c'est un homme qui est condamné à 4 mois de prison avec sursis pour violence conjugale. Donc là, on est au-delà du néo-féminisme. On est sur la question de quelqu'un qui frappe sa femme qui est condamné pour ça. Et de la justice pénale, tout simplement. On peut ne pas être néo-féministe, ce qui est mon cas, et trouver que soutenir Adrien Quatennens dans cette épreuve n'était pas forcément la meilleure chose à faire. Juliette Droz. Oui, le tweet de Jean-Luc Mélenchon, sa première réaction après qu'on ait appris qu'Adrien Quatennens avait giflé sa femme, elle est scandaleuse. C'est son erreur principale dans la séquence. Et c'est en interne ce qui a commencé à délier certaines langues, déliter aussi d'une certaine manière le mouvement. Et ensuite, on est arrivé à la séquence de l'organisation interne. Là, on arrive dans une séquence, la bataille des retraites, qui peut permettre de mettre tout ça sous le tapis. Donc, c'est plutôt bénéfique pour eux, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent l'unité, certes, de façade au meeting de Japy, puisqu'on a Ruffin à côté d'Alexis Corbière et de Mathilde Panot. Bon, ils sont pas en très bons termes actuellement, mais cette bataille et ce front uni contre la réforme des retraites, en tous les cas, ça peut mettre en sommeil, en tous les cas pendant quelques semaines, les guerres internes au sein de la France insoumise. Alors, pas en très bons termes, mais derrière cette unité de façade, racontez-nous un petit peu, Juliette Droz, ça chauffe vraiment au sein du mouvement, l'ambiance est épouvantable? Je ne sais pas si l'ambiance est épouvantable. Les ponts sont coupés entre certains d'entre eux. Clémentine Autain, Manuel Bompard ne se parlent plus. Éric Coquerel, c'est un petit peu différent. Ça va être sympa les réunions de groupe à l'Assemblée nationale. Ils occupent le même bureau à l'Assemblée nationale. Après, quand on demande à tous ceux qui ont été évincés, est-ce que Jean-Luc Mélenchon vous a appris la nouvelle? Est-ce que vous vous appelez? Est-ce que vous avez toujours des contacts? Ils ont plus de difficultés à répondre. Je crois que beaucoup, ils veulent pas trop répondre. Beaucoup avaient appris la nouvelle de leur éviction par la bande et pas du tout par Jean-Luc Mélenchon. Par la bande, par la presse, par les boucles internes, mais pas par Jean-Luc Mélenchon. Non. J'en viens à la grande question finalement qui concerne l'insoumis en chef. On va faire un petit tour de table rapide pour solder cette question-là. Est-ce que c'est le début de la fin finalement pour Jean-Luc Mélenchon? Jean-Luc Mélenchon, moi si vous voulez, je le suis depuis longtemps parce que je l'ai connu au Parti Socialiste comme vous quand il négociait ses scores avec François Hollande. Il est parti. La belle époque. Voilà, il a créé un parti pour faire la peau au Parti Socialiste. Au début, c'était quand même son principal projet politique plus que l'intérêt général des Français. Et il a réussi. Il a plutôt réussi. Et je me rappelle aussi que c'était quelqu'un qui avait instauré cette idée, ce principe du dégagisme, qui était assez bien vu, cette volonté d'en finir avec une ère politique qui était celle du RPR. Dégagez-les tous, je crois que c'était exactement. Les RPR, le Parti Socialiste, feu l'UDF, qui s'était partagé le pouvoir depuis 20 ans et qui avait tous échoué sur le mur du chômage et de l'emploi. Et c'était assez bien vu. Le fait est que c'est Macron qui a tiré les fruits du dégagisme, mais je pense que Jean-Luc Mélenchon, par les fautes politiques qu'il vient d'accumuler, et Marcelo prenait en exemple Lula, qui est l'exemple de Jean-Luc Mélenchon, je pense que Jean-Luc Mélenchon devrait avoir la sagesse de dire que lui-même doit dégager aujourd'hui, que sa carrière politique est extrêmement longue et que s'accrocher à cette idée de rêve présidentiel aujourd'hui est vain et qu'il risque d'avoir une fin plus tragique que si il organisait mieux sa succession et qu'il disait écoutez, je vous ai légué un héritage qui est beau, qui peut peut-être relancer la gauche, faire la paix entre ses lieutenants et organiser les choses et se retirer. Je pense malheureusement que l'hubris et la mégalomanie aura raison de ce choix raisonnable. Dur jugement, au football on dirait ne faites pas la saison de trop après votre ballon d'or. Partez au sommet de votre gloire. Marcelo, Mélenchon fini ou pas? Je serais moins catégorique dans mes pronostics. On est très sévère, il faut le rappeler. Je pense que la NUPES
a du plomb dans l'air. Ça, oui, c'est-à-dire que tout s'était fait autour de Mélenchon. C'est Mélenchon qui tractait tout. Alors là, ça fonctionne encore quand il s'agit de se battre contre la réforme des retraites. Mais on a les européennes qui arrivent, etc. Chacun va vouloir reprendre ses billes, d'autant que la stature de Mélenchon est un peu effritée. Mais je continue à penser qu'il est quand même un cran au-dessus, qu'il a l'expérience, qu'on disait déjà l'autre fois, dans la perspective de 2022, qu'il allait être affaibli. Et finalement, il a encore fait un bon score. Néanmoins, bon, ça va être difficile. Et puisque l'émission, elle s'appelle comment ? Ça reste entre nous. Ça reste entre nous. Il semblerait que, on va voir, mais sur les comptes de campagne 2022, il y a encore des petites choses qui vont être sans doute reprochées. C'est une info, ça, Marcelo. Par la Commission nationale des comptes de campagne. Donc, bon voilà, il va se traîner un certain nombre de choses. Il y a des mises en examen dans son mouvement qui continuent. Donc, il y a aussi un agenda judiciaire qui va traîner, etc. Pour autant, je le vois encore en 2027. 2027, il y croit toujours, Juliette Droz, Mélenchon ? Moi, je le vois encore en 2027. Là, depuis quelque temps, il a du mal à dire s'il se sent prêt, s'il se sent pas prêt. Il est extrêmement ambigu quand on lui pose la question de savoir s'il sera à nouveau là en 2027. Donc, c'est la preuve qu'il hésite, même ses lieutenants le disent. Après, il y a son âge qui revient aussi dans la balance. Il aura 75 ou 76 ans, je crois. 76, 77 Moi, j'ai dit que je croyais aussi qu'il serait là en 2027, hein, mais que c'était une erreur, qu'il allait se cracher. Hein. Mais qu'il allait entraîner son mouvement par le fond. Juliette ? La campagne de 2017, elle avait déjà été extrêmement éprouvante pour lui. Il était sorti physiquement de cette séquence complètement sur les rotules. La campagne de 2022, elle l'a été aussi. Est-ce qu'en 2027, il aura encore l'énergie pour mener une campagne qui sera probablement sa dernière ? Voilà, ça, 71 ans, il a, effectivement. Donc 76 ans. L'âge de Lula. Absolument, l'âge de Lula. Alors, on termine en beauté avec les socialistes et bien sûr le match titanesque, héroïque entre Olivier Faure... Vous avez gardé le meilleur pour la fin. le tenant du titre et le maire de Rouen, Nicolas Meyer-Rossignol. Alors ici, tout le monde connaît très bien le Parti Socialiste. Beaucoup l'ont suivi pendant des années. Un petit pronostic, Marcelo, Olivier Faure, ça va passer crème, comme disent les jeunes. Il va gagner, non ? Logiquement, il va gagner, mais enfin, il a quand même été un peu accroché. Et lui aussi, il est bon dans la riposte, mais que de zigzag, parce que sur les retraites, il s'est payé Dussopt à l'Assemblée nationale, le ministre du Travail, en disant que vraiment il avait changé d'avis sur les années, mais que pourrait-on dire d'Olivier Faure, qui lui aussi était un tenant des réformes plutôt social-démocrates en termes de réformes. Oui, c'était pas franchement retraite. Des gauchistes du Parti Socialiste. Voilà, Olivier il Faure. était plutôt, c'est quand même le Parti Socialiste qui a fait la réforme Touraine, et aujourd'hui il est pour les 60 ans difficile de suivre. Entendez-André, vous aviez commis à l'époque un livre de confidences de l'ancien président François Hollande, et on remarque qu'il est toujours très très présent dans le débat, il ne lâche pas du tout les affaires du Parti Socialiste. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette ombre portée, cette présence permanente de Hollande dans les affaires socialistes ? Moi, je suis partagé sur François Hollande parce que je fais partie de ceux qui considèrent que le jugement porté sur son quinquennat est un jugement beaucoup plus sévère en réalité que ce que son quinquennat que la réalité de son quinquennat qui, à certains égards, a été plus réformateur que le quinquennat de Nicolas Sarkozy, par exemple, qui avait assez peu réformé la France. Après, je l'écoute toujours avec beaucoup d'intérêt parce que je trouve que c'est un commentateur politique très avisé. Je trouve qu'il analyse très très bien la situation. C'est aussi un économiste assez fin qui connaît bien le fonctionnement de l'État. Sa démarche politique est, là encore, je vais pas dire pathétique, mais est un peu, on sent qu'il a envie d'y retourner, qu'il a bataillé pendant cette campagne du Parti Socialiste pour jouer un rôle quasiment comme s'il était lui-même candidat comme premier secrétaire, pour faire la peau à Olivier Faure, qui était quand même qui était son ancien directeur adjoint de cabinet quand il était à Solferino, qui avait d'ailleurs fait une très jolie bande dessinée sur la gouvernance du Parti Socialiste, parce qu'Olivier Faure dessine très bien, par ailleurs. Ça s'appelait Ségolène, François et moi. Ouais, d'ailleurs, je pense qu'il dessine mieux que ce qu'il ne fait de politique, donc il devrait peut-être penser à une reconversion. Mais pour en revenir à François Hollande, il y a toujours ce côté, à la fois, moi j'ai toujours beaucoup de gourmandise à l'écouter et à l'entendre parler, à la fois des commentaires du pays, de politique, parce que c'est un super, il pourrait être autour de cette table, on serait passionné par ce qu'il raconte, mais la démarche politique et l'ambition dont on voit qu'elle est toujours là, est un peu tragique. Je pense que c'est lié
un point essentiel qui est très très important. Nicolas Sarkozy, il s'est représenté, il a été battu. Il a fait des primaires pour revenir, il s'est présenté, il a été battu. François Hollande, il n'a pas cette réponse-là. Ni aux primaires, ni à la présidentielle. Il ne s'est pas représenté, ni aux primaires, ni à la présidentielle. Et il y a là une sorte d'acte manqué ou de frustration politique. De non-réponse après laquelle il court toujours. Merci pour cette très intéressante psychanalyse politique. Merci à tous les trois pour vos explications lumineuses, vos éclairages qui nous ont tout dit de la mobilisation contre la réforme des retraites, la stratégie un peu illisible de Marine Le Pen et du grand bazar de la gauche. On se retrouve mercredi prochain, 21h, pour une nouvelle édition de Ça reste entre nous, en compagnie des meilleurs décrypteurs. Et d'ici là, bien sûr, je compte sur vous, sur votre discrétion. Tout ce qui est à Radio J reste à Radio J. Et tout ceci reste entre nous. Excellente soirée et à la semaine prochaine. Radio J. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est de la poudre de perlimpinpin. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Silence pour la France! Je vous demande de vous arrêter. David Revaud-Dallon,